Team Easy au mois d'août 2024. Je suis formateur, auditeur et conseiller technique. J'ai débuté dans la 3D il y a une bonne dizaine d'années. Je suis vraiment un personnel de terrain. J'ai choisi de me tourner effectivement vers la formation. C'est avec grand plaisir. Du coup, que j'anime les formations chez Easy. Je fais également de l'accompagnement technique et puis des audits. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser toutes les questions même les plus techniques. On y répondra avec grand plaisir avec Greg, hein, puisqu'on est effectivement bien issu du terrain. Voilà, et puis Romain sera en parallèle sur le chat. Voilà pour ma part. Je te laisse la parole, Greg, ou alors peut-être Angeline, si tu veux te présenter rapidement. Bonjour, on m'entend, c'est bon? Ouais, Oui, c'est bon, on t'entend bien, on te voit. Donc c'est Super. cool, c'est ce qu'on était en train de régler là. Vous avez démarré fort. Ok. Allez, Bonjour, vas-y, Angie. je m'appelle Angine Rossi, je suis une amie de Greg et lors d'un repas, j'ai expliqué que j'avais contracté le chikungunya à un voyage à La Réunion et donc on a eu l'idée, il a eu l'idée d'animer ce webinaire et donc de m'inviter pour parler de ce qui m'était arrivé. Voilà. Merci. Et ouais, dans l'idée, donc moi c'est Grégory, hein, ou Greg. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans la 3D depuis 2018. Hein. Un métier qui m'a passionné et qui est de plus en plus passionnant. J'ai rejoint EasyPest en 2023 en tant qu'auditeur, accompagnant technique et formateur. Pareil, on s'éclate avec les collègues comme Arnaud, comme Romain que vous avez vu tout à l'heure, ou tous les autres que vous connaissez déjà. Hein. Et c'est vrai, comme disait Angie, ce webinaire, on l'a fait un petit peu au dernier moment entre deux autres, par opportunité, parce que bon, on a la chance d'avoir Angie aujourd'hui qui va pouvoir témoigner de son apport personnel. C'est pas un truc qu'elle a vu dans une encyclopédie ou quoi, hein, c'est vraiment ce qu'elle ressent avec le chikungunya, de par son voyage à La Réunion. Elle va pouvoir nous témoigner, nous partager ses infos. En nous accompagnant. Et nous, on va présenter les grandes lignes de ce que l'on sait sur le chikungunya aujourd'hui avec Arnaud. On va chacun faire son partie. Donc, on a décidé de faire participer un maximum de personnes pour partager ça. Et comme d'habitude, de toute manière, vous pourrez revoir le webinaire en replay sans aucun souci. D'accord. Pour les questions, si vous en avez, tout le monde, je vois ouais, vous êtes pas mal quand même. Donc, vous savez comment ça fonctionne, la plupart, j'ai l'impression. Je vois qu'il y a des bonjours. Hein. Bonjour à tous que je connais d'ailleurs. Donc, vous utilisez le chat sans aucun souci. Si on peut vous répondre en direct, on le fera. Romain va aussi nous aider sur le chat pour vous répondre. Et puis, à la fin, on aura quand même une petite partie où on échangera. Vous pourrez même échanger avec Angie, avec Arnaud, avec moi-même, hein, sans aucun souci. OK? Ça va, Arnaud? Tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on présente? Non, c'est très bien, Greg. On va quand même faire un petit tour de EasyPest, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Donc, EasyPest, donc c'est un centre de formation pour les professionnels de la lutte antiparasitaire, qui est national, même international maintenant, qui appartient à un groupe, Easy Group, hein, dont Romain Lasseur est le président. Sur ce groupe, on va y retrouver les innovations, qui est plutôt le département de la recherche et du développement. On aura EasyDiag également, qui va comprendre la partie de tout ce qui est diagnostic, audit, en milieu sensible ou pas, hein, d'ailleurs, notamment dans le milieu agroalimentaire, pharmaceutique, etc. Et depuis peu, Easy Green, qui est un petit peu l'activateur de la transition écologique, hein, avec l'implantation de ruches d'abeilles pour les entreprises ou les collectivités, dans une démarche de baisse de bilan carbone. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit peu la présentation d'Easy Group. Hein. Et donc, ce webinaire, comme on a dit, on va le décanter en 3 parties. Hein. Je vais vous présenter la maladie, le chikungunya, parce que c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Hein. On ne va pas parler de tous les moustiques comme on a eu fait ou pas, on va vraiment parler du chikungunya par rapport à Angie qui est victime de cette maladie. Hein. Donc, moi, je vais vous la présenter. Ensuite, Arnaud vous parlera des chiffres 2025 sur les territoires de La Réunion, où vous avez peut-être vu dans les médias ou sur les réseaux les chiffres un petit peu alarmants qu'il y a eu cette année. Il va ensuite parler sur Mayotte, qui est un début d'épidémie, à l'inverse de La Réunion, qui est plutôt une épidémie dégressive. Mayotte est en train de monter. Et puis, on parlera aussi des chiffres en France. Voilà. Ça va être assez important parce qu'on entend souvent parler le chikungunya quand on parle du moustique, comme la dengue, le Zika, la maladie du West Nile, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, que ce soit les professionnels ou le grand public. Et c'est là qu'on va essayer d'apporter, avec des mots simples aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans des détails comme si c'était un laboratoire de recherche qui vous parlait.
On va vraiment essayer d'utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne et puisse s'identifier à cette présentation qu'on vous a fait avec plaisir. Et bien évidemment, en troisième, Angie vous parlera de son expérience avec le chikungunya, de son ressenti, de ses symptômes, de ce qu'elle vit aujourd'hui, de ce qu'elle a vécu avant, avec des dates, une évolution, etc., qui est très riche, même pour nous. Hein, avant le webinaire, on se posait des questions ensemble pour comprendre ce qu'elle vivait réellement, quoi. Voilà. Parce que comme on dit, que ce soit dans la lutte antiparasitaire, on se rend compte des problèmes que peuvent avoir des punaises de lit, des rongeurs, que quand on a été victime de ces nuisibles. Ben, une maladie, c'est un petit peu la même chose. On s'en rend compte réellement quand on subit la maladie, tout simplement. D'accord? Et ensuite, on finira bien évidemment par questions-réponses. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, peu importe à qui que ce soit, on vous fera un plaisir d'y répondre. Donc, le chikungunya, hein, c'est une maladie virale, hein, c'est un virus, d'accord, hein, qui à l'origine n'impactait pas l'homme, hein, il infectait principalement les primates, les rongeurs et les oiseaux dans des zones forestières en Afrique tropicale notamment, hein, parce que c'était certains moustiques qui le transmettaient, c'était des espèces de moustiques qui ne piquaient pas forcément l'homme. Et puis, il y a eu une mutation de ce virus qui a fait que des moustiques comme Aedes albopictus et Aedes aegypti, ce qu'on appelle communément les moustiques tigres, ont pu être vecteurs de ce virus. Et dès lors, ce virus a pu être transmis à l'homme régulièrement, hein, de façon endémique ou épidémique, hein, d'accord? Donc, ce virus va infecter principalement les articulations, les muscles, les tissus lymphoïdes, hein, qui sont des tissus qui vont jouer un rôle dans le système immunitaire, hein, et même parfois le système nerveux. La maladie, le virus, n'est encore pas tout à fait connu. Il y a encore des recherches. Hein, ce sont la majorité des résultats qui nous amènent à conclure qu'il infecte ces parties-là du corps, hein, mais ça reste sujet à analyse, à interprétation encore, hein, toutes ces choses-là. Ce virus a été identifié en 1952 pour la première fois, hein, c'est-à-dire via un être humain, hein, en Tanzanie, sur le plateau Makonde. D'ailleurs, chikungunya, c'est un langage Makonde qui veut dire celui qui se courbe. De par les douleurs qu'il peut y avoir sur les articulations, pardon, et sur les muscles, on a les personnes victimes malades qui se courbent littéralement de douleur, d'où son nom chikungunya qui vient du Makonde. Et puis, comme Aedes albopictus, Aedes aegypti, ce sont plutôt des moustiques qui vont se développer dans des gîtes urbains, on va dire, hein, des gîtes artificiels de l'être humain, et qui ont pour hôte de prédilection l'être humain. On a commencé à avoir des pics urbains en 1967-68 en Thaïlande, par exemple, en Inde en 1970, hein, et on a eu une forte recrudescence mondiale du chikungunya de par le développement mondial aussi d'Aedes albopictus, qu'on a notamment en France depuis 2004, hein, sans refaire tout l'historique de ce moustique, hein, celui qu'on appelle le moustique tigre, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce virus est présent dans plus de 110 pays, sur tous les continents, hein, avec des zones épidémiques ou endémiques, hein, dans les régions tropicales. Alors, comment ça se passe concrètement pour que ce virus soit transmis, hein? Donc, en fait, un moustique, quand il va piquer un hôte, il va envoyer un petit peu de salive avec un anesthésiant, un anticoagulant, et aspirer quelques microlitres de sang. C'est toujours la femelle qui va piquer pour avoir un apport sanguin, qui est un apport protéinaire, hein, pour amener les œufs à maturité. Lorsqu'elle pique un hôte qui est infesté, elle va aspirer par les vaisseaux sanguins du virus. Prochaine piqûre de la femelle va se faire entre 1 semaine et 10 jours. Et pendant cette semaine, ces 10 jours, le virus va tranquillement se répliquer à l'intérieur dans l'organisme du moustique. Quand le moustique va piquer une autre personne 1 semaine, 10 jours plus tard, par l'injection de salive avec l'anticoagulant et l'anesthésiant qu'elle envoie, elle envoie également le virus du chikungunya par justement ces glandes salivaires. Alors les autres vecteurs, ça va toujours être un moustique, hein. Généralement sur l'homme, c'est Aedes aegypti et Aedes albopictus qui vont le transmettre à l'homme. Ce virus ne va pas être transmis d'un homme à un autre homme, enfin d'un être humain à un autre être humain, sauf cas exceptionnel, ça va être des transfusions, hein, dons de sang, dons d'organes éventuellement, ou alors en fin de grossesse, une femme enceinte qui va transmettre
le virus au fœtus ou pendant l'accouchement. Et là, il peut y avoir des conséquences assez graves. Mais sinon, il faut toujours que ce soit un moustique qui est le principal vecteur au niveau de l'homme de cette maladie. Alors en forêt, au départ, comme on disait, sur les primates et tout ça, vous avez d'autres moustiques comme Aedes africanus, Aedes furcifère et d'autres, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Autre chose importante, il faut savoir qu'une personne qui a le chikungunya aujourd'hui, il y a une période de viralité, qui est en moyenne de 7 jours après apparition des symptômes. La période de viralité, c'est la période durant laquelle une personne qui est infectée par le chikungunya peut transmettre le virus à un moustique lors d'une piqûre. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 jours, alors c'est entre 3 et 12 jours, ça va dépendre, après l'apparition des symptômes, ce qui veut dire qu'une personne qui a le chikungunya, à partir du premier symptôme, il va falloir qu'elle évite à tout prix pendant 15 jours de se faire piquer par notre moustique pour éviter que le virus soit porté par ce nouveau moustique qui l'a piqué, au risque que ce moustique ensuite infecte un autre hôte. En termes de symptômes, pareil. Tout le monde n'est pas symptomatique. Il y a entre 5 et 25%, on ne le sait pas trop encore, il y a beaucoup de recherches encore sur ce virus, 5 et 25% des personnes qui sont encore asymptomatiques. Donc, ce qui peut, Angie, par exemple, qui est allée à La Réunion, autour d'elle, il y a peut-être des amis avec qui elle était, qui ont peut-être eu le chikungunya, mais qui sont asymptomatiques. On ne le saura probablement jamais parce qu'on ne va pas faire des prises de sang comme ça pour faire plaisir. Ensuite, le temps d'incubation, avant que les symptômes apparaissent, il est en moyenne de 4 à 7 jours, mais ça peut être 2 jours jusqu'à 12 jours. Donc, identifier exactement la piqûre, à quel moment elle a été, peut être complexe, surtout si on se fait piquer un petit peu tous les jours. D'accord ? Et puis, les symptômes, très rapidement, on va avoir je voyais Romain, tu disais, je pense que le virus doit passer par le moustique pour être actif. Oui, forcément, oui. Il y a Régis qui posait une question, c'est est-ce qu'on détectait au même titre que toutes les autres grandes pathologies, notamment les MST et le VIH, lors d'un don d'organes et la compatibilité sanguine, est-ce qu'on regarde ce type de virus pour, par exemple, donner un organe d'un donneur vers un receveur pour éviter de lui transmettre le chikungunya ou éventuellement la dengue? Et en fait, je pense que pour que le virus soit actif, il faut qu'il soit pompé dans le sang d'une personne infestée et réinjecté par le moustique dans la personne qui se fait infecter en fait. Et il faut qu'il y ait vraiment ce passage par le vecteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des vecteurs et c'est pas que des transporteurs. Un vecteur, c'est un insecte ou autre organisme qui va acquérir une maladie, qui va la conserver, qui va la multiplier et qui va ensuite la réinjecter. C'est le cas de la tique avec la maladie de Lyme. Et, la maladie de Lyme, elle a besoin de passer par les glandes salivaires de la tique pour pouvoir être active ensuite chez la personne qu'elle va infester, en fait. Donc le passage, un simple passage d'organes d'un donneur à un receveur suffirait pas pour contaminer le receveur avec le chikungunya. Après, il y a certaines études américaines qui le mentionnent là-dessus, qui disent que c'est possible, comme le West Nile d'ailleurs. Après, c'est peut-être pas 100% de cas, bien évidemment. Oui. Ouais. Après, on n'a pas de certitude là-dessus, mais globalement, quand on a besoin d'un vecteur comme le moustique tigre pour transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya ou la fièvre jaune, c'est-à-dire que le virus, une fois qu'il est dans le moustique, il n'est pas inactif, il va se répliquer, et notamment, il est dans des zones faiblement immunitaires du moustique qui lui permettent de pouvoir se répliquer et ensuite de pouvoir coloniser l'individu qui va infecter. Et ce passage dans le moustique, il est peut-être pas forcément obligatoire, mais il est quand même très fortement nécessaire pour la viabilité du virus une fois qu'elle va infecter la personne suivante. Ouais. Ok, merci. Donc, pour en revenir aux symptômes ensuite, vous avez d'abord une fièvre qui peut arriver au-delà de 38,5 degrés, 38,5, d'accord? Et puis, forcément, des douleurs articulaires intenses, des douleurs musculaires, des maux de tête, une fatigue importante, d'accord? Ça va être un des gros symptômes. Parfois, vous avez une éruption cutanée, des conjonctivites et des troubles digestifs également, d'accord? Alors, la durée, on est sur quelques jours à 2 semaines, ça peut dépendre des cas, mais attention, les douleurs articulaires peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est là qu'on va parler un petit peu de maladies chroniques en quelque sorte. On va faire le distinguo de l'un et de l'autre. Si ça veut bien zapper, j'ai la salle qui…
J'ai l'impression. Ah, ta slide a bien zappé, hein, Greg. Ah ouais? Donc, on est Alors, beaucoup c'est sur chez moi les que zones ça, chroniques, ouais, et sur les complications. c'est chez moi que ça apparaissait pas. Alors, ok. Donc, du coup, les formes chroniques et les complications. Alors, une forme chronique, ça va être considéré chronique quand les symptômes persistent au-delà de 3 mois chez un patient. D'accord? Donc, et les douleurs articulaires peuvent persister de 12 à 36 mois. Dans ces cas-là, alors c'est en théorie, hein, mais on parle de certains cas qui durent 6 ans, voire plus. Et on parle de 40% des personnes symptomatiques qui vont avoir une forme chronique de la maladie. Donc 40%, c'est quand même un beau pourcentage. Hein, d'accord? Et puis après, on a les cas avec des complications, des possibilités de complications. Alors certes, c'est assez minime, on parle de 1 à 2% des cas. D'ailleurs, si on va voir les chiffres un petit peu avec Arnaud tout à l'heure, il y a très peu de décès en soi. Hein. Ça va surtout concerner les nouveau-nés qui vont être avec de grosses complications et les personnes âgées avec ou les personnes avec de la comorbidité. D'accord? Où là, on va avoir des problèmes. Ça peut être des complications neurologiques, cardiaques et oculaires, hein, et cutanées et hépatiques également. D'accord? Puis, pour finir, hein, en termes de traitement, il n'y a rien. Aujourd'hui, on va prendre du paracétamol, hein, donc Doliprane, hein, des antalgiques pour calmer un petit peu. On peut avoir recours à des anti-inflammatoires non stéroïdiens selon l'avis du médecin. Et ça, c'est pas moi qui vous le donnerai, hein, ça va vraiment être un médecin par rapport à vos constances et tout ça. Et des séances de kiné. Peut-être qu'Angie vous en parlera un petit peu, elle, justement, de ce qu'elle a fait comme soin et tout ça. Hein. Et bien évidemment, pour les personnes à risque, hein, hospitalisation et surveillance renforcée pour les formes graves et les populations à risque. Tout simplement, on va prendre soin. En termes de vaccins, oui, ça existe, mais attention, aujourd'hui en Europe, il n'en existe que 2. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Il y a l'Ixchiq et le Vimkuvia. Le Vimkuvia, lui, dans les zones endémiques, comme la Réunion et Mayotte. Le vaccin est interdit aux personnes de plus de 65 ans. Parce qu'il y a de rares effets indésirables pour ces personnes-là qui sont arrivées. Ah, je pense qu'il nous a bugué. Il nous a bugué. Ah, ils sont de retour. Je pense que l'application bug un petit peu. On avait peut-être des petits problèmes de connexion, je pense. Ah, il n'y a pas que moi qui ai disparu? Si. Non, non, et moi c'est pareil. J'avais ma caméra qui avait bugué, qui bloquait. Bon, Ok. super. Bah, je te laisse prendre le relais. Alors, je suis là. J'en étais où, du coup, quand ça a bugué? T'en étais au nom des deux vaccins. On était à l'Ixchiq et au Vimkunya. Voilà, Ouais. si on le dit bien, hein, l'Ixchiq et le Vincunia, hein, d'accord? Ouais. Donc, comme je disais là-dessus, donc aujourd'hui en France, seul l'Ixchiq est autorisé pour les personnes de 18 à 64 ans à risque, hein, d'accord? Et dans des zones bien endémiques en quelque sorte, dans les zones à risque également. Depuis avril 2025, alors qu'il y avait déjà l'épidémie qui faisait beaucoup de cas, de dégâts à La Réunion, il a été interdit aux personnes de plus de 65 ans dû à des effets indésirables sur les personnes un peu plus âgées de l'Ixchiq. Le Vincunia est autorisé en Europe, mais pas encore en France. Il y a encore des études en cours. Hein. Et comme c'est un autre mode de fonctionnement que l'Ixchiq, le Vincunia, s'il est validé, pourrait permettre aux personnes de plus de 65 ans de se vacciner dans certains coins, sur les territoires français. Hein. Voilà. Donc, comme on disait, depuis le début, on ne connaît pas forcément très très bien ce virus encore. Il y a encore beaucoup d'évolutions à venir là-dessus.
mais il représente quand même une grosse inquiétude mondialement, hein, de par les grosses épidémies qu'il crée une fois qu'il est là. Alors même si c'est des épidémies qui vont durer quelques mois, c'est souvent massif comme problème. Et vous allez le voir, en termes de symptômes, c'est vraiment une maladie handicapante, on va dire, voilà, qui nous empêche, qui nous fatigue énormément et qui nous bloque beaucoup en termes de mobilité, hein. Angie vous en parlera mieux que moi, mais là-dessus, il crée beaucoup d'inquiétudes. D'accord? Donc, je vais laisser. Ça va, il n'y a pas trop de Je te questions, hein. remercie, Greg. Je te Ouais, remercie. il y a Bah, beaucoup de monde qui a été déconnecté aussi, je vois. ouais, moi, Vous êtes- ça buguait pas mal de mon côté aussi, tant en Ok. termes du son qu'en termes de l'image. Donc, on va essayer de faire au mieux. J'espère que tout le monde pourra se reconnecter. On va pouvoir se faire un petit point effectivement sur les chiffres, hein. On va faire un focus d'abord effectivement sur les chiffres de la Réunion. Alors, tant sur sur les chiffres de l'épidémie qu'avec l'impact ensuite que ça a eu sur le système de santé, hein, donc avec les hospitalisations. On a peu de décès. On a Greg qui le dit, effectivement, on a peu de décès, mais au regard du nombre de cas, on a quand même un pourcentage qui est relativement élevé. Alors, ça va toucher effectivement des personnes qui vont être relativement âgées ou alors des enfants très très jeunes, donc vraiment du nouveau-né. Mais ça met toujours en tension effectivement notre système de santé. Et puis malheureusement, eh bien, quand on a des pics épidémiques, hein, comme on le voit, alors ça commence progressivement. Hein, on voit que sur les premières semaines, et on voit sur ce graphique qu'on n'a pas toutes les semaines qui sont définies, ça commence effectivement progressivement avec ensuite une flambée. À partir de la semaine 9, on a une flambée et on arrive très rapidement à 6289 cas qui vont être confirmés effectivement sur la semaine 13. Donc, on voit une flambée très rapide, c'est colossal en termes de chiffres, avec ensuite eh bien, une décroissance. Alors, une première décroissance et puis décroissance en semaine 15 hein, qui va être assez rapide. Alors, la problématique d'avoir des flambées très importantes en termes de pic, c'est qu'on va forcément avoir une diffusion du virus qui va être exponentielle. Hein, donc ça veut dire, même si on a peu d'impact et peu d'hospitalisation au final, on a tout de même une diffusion du virus qui est assez impressionnante. Alors, en termes d'impact qu'on peut avoir sur les hospitalisations, mais également malheureusement les décès, alors en à peu près 24 heures, c'est directement lié au chikungunya. Alors, on parle semaine 13, hein, donc on a vu avec ce pic 80 hospitalisations. Alors, ces 80 hospitalisations, je vous dis, ça peut paraître effectivement très modeste, mais à chaque fois, on est bien sur des personnes qui sont dites fragiles, des patients avec beaucoup de comorbidités. Hein, et puis, on sait toute la tension, malheureusement, dont souffre notre système hospitalier, que ce soit en métropole, que ce soit également dans les régions d'outre-mer. Alors, on le sait très bien que ça peut tuer. Alors, on n'a pas encore tous les chiffres, hein, puisque on a seulement quelques décès qui ont été confirmés. On a encore eh bien, une grosse partie, hein, 35 décès qui sont en cours d'analyse. Hein, c'est suspecté, mais encore peu confirmé. Et on verra avec le témoignage d'Angie que on a un système de santé qui a du mal à poser un diagnostic et à identifier cette problématique et à le lier à cette présence de chikungunya. Alors, tant sur la partie des régions d'outre-mer que sur la partie de la métropole. Ça touche majoritairement un public relativement âgé, hein, les grosses problématiques. Alors, on va avoir des traitements qui vont pouvoir être mis en place, mais comme Greg nous le disait, ces traitements, ça va être pour soigner les symptômes, au final, puisqu'on n'a pas de traitement type hein, contre le chikungunya. Alors là, on voit bien que majoritairement, presque la moitié, ça va être des personnes de plus de 65 ans et plus, hein, autres avec les morbidités, qui vont pouvoir être impactées par ce chikungunya. Alors, on garde bien à l'esprit tout de même que ce n'est pas parce qu'on a peu d'hospitalisation, qu'on a peu de personnes jeunes qui vont souffrir de symptômes très graves, que ça va empêcher le virus, bien entendu, de circuler, bien malheureusement. On n'a pas de différence notoire hein, entre sexe masculin, sexe féminin, hein, sur l'impact que peut avoir ce virus sur le corps humain. Alors, on a également un virus qui voyage, on le sait très très bien. Malheureusement, hein, on va avoir, alors si on a un déclin, bien fort heureusement au niveau de la Réunion,
on a là, prestement à Mayotte, eh bien, une montée épidémique, alors avec une augmentation très très vive, puisqu'en seulement, effectivement, sur la semaine 20 à la semaine 21, on a une augmentation de presque 42%, ce qui est relativement important. On a des hospitalisations toujours modérées, puis de toute façon, on a des hospitalisations qui vont être pour les cas graves, effectivement, uniquement. On a des communes qui sont les plus touchées en Mayotte, qui vont être effectivement, Mamoudzou, on a 210 cas, Pamandzi à 102 et Dzaoudzi à 95. On va avoir une diffusion du virus qui va être liée par secteur. Alors ça, c'est lié également au mode de vie de notre moustique. Greg vous en parler très très bien. On a effectivement un moustique qui va vivre proche de son lieu d'émergence. Donc on va avoir une diffusion effectivement qui va être très resserrée. Alors cette épidémie à Mayotte ne fait que commencer. Elle a surveillé effectivement de très près, comme on a pu le faire et comme les autorités ont pu le faire, notamment sur la Réunion avec toutes les actions qui ont pu être mises en place. Ça prouve bien qu'il faut réagir très rapidement et puis il faut également faire un travail de fond sur cette problématique de moustique pour l'empêcher, puisque Romain nous le disait, notre moustique tigre est réellement vecteur, donc il n'est pas seulement agent de transmission, mais réellement vecteur de notre virus. Alors on fait un focus aujourd'hui sur le chikungunya, mais effectivement on a d'autres virus qui vont pouvoir être transmissibles directement avec notre moustique tigre, bien malheureusement. En France métropolitaine, et là on appuie sur ces chiffres, et moi j'aime appuyer sur ces chiffres, pourquoi? Puisque ça prouve bien que le virus circule. Alors le virus circule, il peut circuler effectivement via le moustique, quand on a des insectes qui voyagent via commerce, mais on a malheureusement un virus qui circule énormément avec le tourisme. Et puis le témoignage d'Engie nous appuiera effectivement et nous confortera sur cet avis. On a eu énormément de cas importés, 1701 au total. Donc, on a effectivement une belle flambée avec une présence malheureusement, de notre moustique tigre qui est présent, je le rappelle, sur 80 départements au total, sur 96, ce qui n'est pas rien. Et donc, forcément, comme on a des personnes qui voyagent énormément, alors ça va être lié à cette saison épidémique à La Réunion. On a eu une baisse ensuite, mais tout est lié effectivement à ce tourisme avec une explosion de ces cas importés, avec un pic épidémique en semaine 20 à 315 cas. C'est préoccupant puisque comme on a un virus qui voyage avec ces personnes, comme on a une présence effectivement de notre moustique tigre sur notre territoire et notre territoire métropolitain, c'est à surveiller effectivement de très près. On pourrait penser que les cas effectivement importés viennent énormément d'autres régions, mais on a ce très beau graphique qui nous met bien en avant effectivement, que cette répartition géographique de nos cas importés majoritairement viennent de La Réunion à 89%, un peu plus de 89%, effectivement viennent de La Réunion. Et la voie d'introduction, effectivement, à une grande partie en majorité, le tourisme. Alors, on va s'interroger et on doit s'interroger sur cette présence de virus. On peut, parce qu'on en a entendu parler effectivement il y a déjà une dizaine d'années, ça fait le tour des médias. Malheureusement, on a eu d'autres épidémies, mais c'est un virus qui est présent effectivement depuis de nombreuses années déjà. On a eu une très belle épidémie, malheureusement panindienne, dans les années 60-70, avec des épidémies qui étaient récurrentes. On a eu des réémergences, effectivement, au Kenya, donc en 2004, où là, je insiste bien sur ces chiffres, 75% d'une population infectée, 13 500 cas sur 18 000 habitants. Ce n'est pas rien, donc là, on voit bien effectivement l'impact qu'on peut avoir sur un territoire. Là, on a un territoire qui peut être très resserré. Et puis ensuite, on a eu des développements, des réémergences en Inde. Également, c'était le cas sur l'île de la Réunion. Donc, il y a une vingtaine d'années, 2005-2006, 34% de la population qui a été infestée. Alors, c'était une particularité parce qu'effectivement, c'était la première épidémie qui impliquait cette présence d'Aedes albopictus, donc notre moustique tigre. Et puis au Brésil, on a eu effectivement un peu plus de 180 000 cas qui ont été signalés. Là, en 2025, les chiffres, le focus, et c'est bien pour ça qu'on a voulu réappuyer dessus, parce que ça fait partie de l'actualité et on se doit d'être les plus informés possibles pour pouvoir retransmettre et informer à nos clients et puis également dans notre sphère amicale, sphère familiale. Donc, on le reprend, 53 000 cas confirmés. Alors, confirmés, on a encore effectivement des études qui sont en cours.
Donc, on estime à peu près à 100 000 cas réels. Alors, l'impact qu'on peut avoir au-delà des symptômes, au-delà malheureusement d'une morbidité qui peut être importante sur certaines tranches de la population, l'impact qu'on va avoir, c'est effectivement cette chronicité. La chronicité, on en parle énormément. On peut parler de rechute, mais on sépare bien effectivement, et les médecins parlent bien de chronicité. Donc, les patients se sentent mieux, mais ensuite, on a des symptômes qui perdurent, bien malheureusement, et qui perdurent dans le temps. Ça, Angie va pouvoir vous en parler de ces symptômes. Elle l'a vécu en direct. Je pense que autant Grégory, autant Romain, je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place et on ne peut pas en parler aussi bien que quelqu'un qui souffre malheureusement de ce chikungunya. Est-ce que tu as des choses, Greg ou Romain, peut-être à rajouter sur nos chiffres? Moi, j'aimerais juste rajouter qu'on a toute l'importance, effectivement, de lutter efficacement contre le tigre sur nos différents territoires, puisqu'il est vecteur, effectivement, et qu'on voit qu'en un rien de temps, ces épidémies, malheureusement, peuvent flamber très, très rapidement et mettre en tension nos services de santé. Non, effectivement, la chose qu'on peut rajouter, c'est que je lisais Santé publique France ce matin, il semblerait qu'on soit sur un amorçage de fin d'épidémie sur la Réunion, mais ça resterait quand même pendant la saison à un niveau assez stable et haut. Ça, c'est sans dire qu'on a une nouvelle espèce qui est aux portes de l'Europe, qui s'appelle Aedes aegypti. Là où Aedes albopictus pique, de manière assez invariable, les chiens, les chats, les oiseaux et l'homme. La biblio qui est faite sur Aedes aegypti montre que lui, il préfère plutôt piquer l'homme. Donc, ce qui veut dire que la transmission vectorielle serait encore plus importante. Arnaud, tout à l'heure, vous parlez de cas exponentiels chez Albopictus, ce sera encore pire avec Aegypti. Et donc, au gré du réchauffement climatique, si Aegypti rentre dans les territoires européens, eh bien, on va avoir des transmissions qui vont être encore plus faciles, puisque quand il pique et qu'il fait un repas de sang, quand la femelle fait un repas de sang chez l'homme et acquiert le virus, eh bien, sa prochaine victime pour compléter son repas de sang, sur le plan de la probabilité, sera un homme. Et donc, davantage un humain qu'un animal. Donc, ça veut dire qu'on pourrait aussi accélérer le développement épidémique avec l'arrivée de cette nouvelle espèce. Donc, d'où l'importance effectivement d'avoir ces chiffres en tête, de voir que finalement on considérait ces maladies comme des maladies tropicales. Aujourd'hui on les a en France et dans les DROM, et globalement en France métropolitaine aussi. On ne l'a pas trop vu venir. Le moustique tique, c'est en 2002-2004 en France. Aujourd'hui, c'est plus de 80 départements concernés. Donc on ne l'a pas trop vu venir. On voit les ARS sont très mobilisés sur le terrain, mais on est persuadé d'une chose, c'est que les professionnels de la 3D vont être de plus en plus centraux dans à la fois la prévention, mais aussi à la fois dans cette espèce de lutte intermédiaire qui peut être une lutte de confort, qu'on connaissait historiquement chez Culex, mais qui va également devenir une lutte de confort privative chez les gens, en vue de ne pas participer à une circulation de virus. Et puis ensuite, une fois que l'épidémie est avérée, là, c'est les ARS qui prennent la main et qui coordonnent une lutte, y compris adulticide aérien, dans les zones qui sont infestées de moustiques tigres. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser là-dessus parce qu'on est dans la nouvelle ère du moustique. Le moustique tigre, il a vraiment bousculé les références qu'on avait jusque-là sur le Culex. On le voit bien. Et donc, cet état des lieux épidémiques, et malheureusement un état des lieux qui concerne de plus en plus la France. Donc, qui mieux que les professionnels de la 3D pour répondre présents sur le terrain, à la fois par du piégeage, à la fois par des traitements localisés, des traitements larvaires, enfin anti-larvaires, je veux dire, dans une situation dans laquelle les grandes métropoles françaises, on veut du vivant en ville, on veut de l'eau, on veut du naturel. Et donc, on est en train de réintroduire dans les villes tout ce qui va faire prospérer le moustique tique demain, quoi. Merci Romain. Greg, je pense que tu parles, mais on ne t'entend pas, ton micro est... je viens de voir. Ouais. Je viens de voir. Allez, ok, on va laisser la parole à Angie maintenant, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu. Ok. Donc, allez, mais vas-y, je te bazarde les slides, voilà. Donc moi, je suis partie à La Réunion le 4 avril.
Je suis partie pour un voyage sportif, découverte entre amis. Mon état physique, au départ, j'ai une légère douleur à la cheville gauche due à une ancienne entorse, mais je suis relativement en forme. Voilà, je vais, comme vous le voyez, pour faire de la randonnée. Enfin, je suis dans un bon état physique. Donc, durant le vol, on nous prévient de l'épidémie, mais pas plus que de ramasser des coraux sur la plage. Enfin, voilà, on nous prévient qu'il y a une épidémie de chikungunya, mais on n'est pas non plus, on ne nous alarme pas sur ce qui peut nous arriver, quoi. Donc, durant le séjour, le chikungunya, bon, il a quand même eu là-bas, il prend beaucoup de place dans toutes les conversations, et c'est vrai qu'on croise énormément de Réunionnais qui sont contaminés, quoi. Et on voit aussi quand même que physiquement, ils ont beaucoup de symptômes au niveau des chevilles, des poignets. Mais encore, voilà, on est en vacances, ça ne nous alarme pas plus que ça. Niveau protection, on met un peu de l'anti-moustique, mais bon, voilà, pas plus. Vraiment pas plus. On ne se sent pas concerné, parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus trop alerté, quoi. Donc, les vacances se terminent. Et donc, je crois que je rentre le 18. Et à partir du 20 avril, je commence à être bien fatiguée. Le 21 avril, au réveil, je ne peux plus du tout poser mon pied gauche par terre. Voilà, donc mon mari m'amène aux urgences. Et quand j'arrive aux urgences, on me diagnostique une tendinite. Je signale plusieurs fois que je rentre de la Réunion, mais on me dit rien sur ce sujet-là. Donc, je pars des urgences avec béquilles, bottes. J'ai des piqûres aussi pour la phlébite et j'ai 2 semaines d'arrêt. Donc, je respecte tout ce qui m'est dit. Puis, je crois à ce diagnostic parce qu'au vu de mon ancienne entorse à la cheville gauche, je me dis que le fait d'avoir fait des randonnées et d'avoir peut-être activé plus ma cheville, j'ai peut-être donc une tendinite. Le 26 avril, j'ai une grosse crise. Je suis couverte de plaques rouges et j'ai des douleurs articulaires de plus en plus intenses à la cheville, mais pas que là. J'en ai au poignet, au genou. Et j'ai le pied qui vire d'une mauvaise couleur. Donc je commence à avoir des grosses crises de fièvre. Donc, le 29 avril, je me rends chez ma généraliste et elle me diagnostique un érysipèle. C'est une infection cutanée. Donc, je le signale aussi que j'ai été à la Réunion. Elle me dit que oui, je me suis fait piquer par le moustique sur le pied et que cette piqûre de moustique qui s'est infectée. Donc, elle me parle que là-bas, vu qu'on est arrivé après un cyclone, les rivières étaient sûrement polluées et que je me suis donc infectée à ce moment-là. Donc, je reste sur ce diagnostic-là, mais je lui demande quand même, je prends l'initiative de lui demander la prise de sang pour le chikungunya. Voilà, donc voilà l'état de mon pied quand je suis partie voir ma généraliste. Et elle avait la piqûre de moustique donc sur le côté droit qui s'infectait. Voilà, alors, le niveau musculaire, je suis toujours dans le même état, j'ai toujours besoin de mes béquilles pour marcher. Donc ma généraliste me prescrit une prise de sang, je la fais le 30 avril et le 12 mai, j'ai les résultats qui tombent, donc j'ai le chikungunya. Je rappelle ma généraliste qui m'annonce qu'il n'y a aucun traitement et de surtout pas prendre des anti-inflammatoires parce que ces anti-inflammatoires donc enflamment la maladie, la réactive encore plus. Et je me suis soignée depuis le début que je suis rentrée pour la tendinite avec les anti-inflammatoires. Donc je pense qu'aussi ça n'a pas aidé. Donc par la suite, j'ai la douleur qui se déplace maintenant de ma cheville gauche à la cheville droite, toujours au poignet, toujours au genou. Le moindre effort me fait des douleurs articulaires très handicapantes. J'ai une autre grosse crise le 27 mai avec une grosse éruption cutanée. Après, maintenant, les douleurs articulaires, elles durent 3 jours à peu près, 3 jours sur les 2 pieds. Donc là, je ne peux plus du tout poser les pieds par terre et on m'annonce aussi que j'ai peut-être des inflammations des voûtes plantaires. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là. Donc, à ce jour, j'ai 2 tendinites au tendon d'Achille et une fasciite plantaire au pied gauche. Donc, le nouveau symptôme aussi que je n'avais pas trop moi avant, c'est que je suis extrêmement fatiguée et que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Voilà. Donc, ça, c'est les traitements que je fais au kiné. À ce jour, je vais à la kiné 3 fois semaine. Je ne peux même pas rééduquer mes chevilles parce que dès que je fais le moindre effort, ça se redéclenche en tendinite. Voilà. Aucun médecin ne me prescrit le traitement, hormis du magnésium. Donc, à ce jour, voilà, je tourne au magnésium. Niveau sport, je ne peux pas faire de sport parce que si je fais du sport, ça renclenche mes tendinites. Et la plupart du temps, quand je suis en crise, je ne peux pas marcher. Donc, voilà, à ce jour où j'en suis, c'est extrême fatigue.
J'ai de temps en temps des plaques qui sortent, mais un peu moins. Par contre, j'ai un gros handicap au niveau des 2 chevilles. Et aujourd'hui, par exemple, à midi, c'était au niveau du poignet droit. Donc voilà, les douleurs se diffusent, passent un peu partout dans mon corps. Et la grosse problématique, c'est que je n'ai pas de faim. Je dois adapter absolument toutes mes activités sportives. Donc aujourd'hui, à part la piscine, je ne peux rien faire d'autre. Et voilà, je ne sais pas, enfin, aujourd'hui, je dois m'adapter à cette maladie. Donc mon retour de la Réunion, et depuis que j'ai tout ça, ma vie a vraiment changé, quoi. Voilà, c'est pas rien du tout. Enfin, c'est pas on peut pas dire que c'est une petite maladie. C'est très handicapant physiquement. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de date de fin, quoi. Voilà mon expérience. Ouais, et puis on est presque à 2 mois de ton retour de la Réunion, Je là. suis à 2 mois, oui. À 2 mois, et les Rentrée le crises, 18. ouais, la crise du 27 mai, par exemple, était peut-être plus forte que la crise du début. Mais comme la crise du début, j'avais pas conscience que c'était le chikungunya et que j'ai cru que c'était une tendinite ou une grosse entorse, j'avais très peur de poser le pied par terre. Aujourd'hui, je m'aperçois que les crises sont quand même aussi fortes, quoi. C'est juste que je m'adapte. Mais bon, je m'adapte avec un jour sur 3, je suis obligée de prendre les béquilles pour marcher, en tout cas. Ouais, je rajouterais que effectivement, ça c'est un élément important pour sensibiliser aussi vos clients en disant c'est peut-être une maladie de l'autre bout du monde. La Réunion, c'est pas si loin, c'est quand même très fréquenté par les Français métropolitains. Ça se passe en France, ça se passe avec le moustique tigre et on a de plus en plus, Arnaud le disait tout à l'heure, des développements de cas autochtones. Un cas autochtone, c'est des gens qui n'ont pas voyagé et qui vont développer un chikungunya sur le sol métropolitain parce qu'ils se sont fait contaminer, parce qu'une personne a voyagé, est revenue asymptomatique, c'est-à-dire pendant cette période de latence de 7 jours du développement viral, une forte viralité, une absence de symptômes, et c'est là que le moustique tigre il rentre en jeu. S'il arrive à piquer ces gens-là et ensuite piquer le voisin qui lui n'a pas voyagé, va développer des symptômes et va créer ce qu'on appelle un cas autochtone du chikungunya. Et c'est en France, et c'est vos clients. Donc ce type de témoignage, il n'est pas isolé. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de la gestion des moustiques en France. Ouais, du coup, ben voilà, donc on parle surtout parce que c'est vraiment un webinaire un petit peu pour tout le monde, hein. Si Angie est intervenu aujourd'hui, c'est justement pour avoir un véritable témoignage, pas une chose qu'on trouve dans les livres et tout ça. On veut vraiment sensibiliser beaucoup de monde. Et même si parfois il y a des choses où le particulier ne pourra pas lutter, qu'il faudra réellement un professionnel, hein, il y a déjà une base. Parce qu'on estime que 80% des lieux de ponte des moustiques sont créés par l'homme et se trouvent dans nos habitations. On parle bien évidemment Aedes albopictus, pourquoi pas Culex, mais surtout sur les moustiques proches de nous qui vont nous embêter. On parlait de confort tout à l'heure. Déjà, dans un premier temps, ça va être que chacun fasse attention à la gestion des eaux stagnantes chez lui. Donc, on vide les récipients. Ça, c'est l'une des premières choses. On ne garde pas de l'eau plus de 5 jours dans un récipient. Maintenant, il y a des choses qu'on ne pourra pas vider. Si vous avez un puits dans le jardin ou des choses comme ça, vous n'allez pas le vider, hein. Donc, vous pouvez le couvrir avec des filets à moustiquaires. On ne demande pas, l'eau est une denrée rare aussi, hein. Il va falloir la conserver au bout d'un moment, mais la couvrir. On ne va pas laisser traîner des jouets qui peuvent abriter un petit peu d'eau. Donc, on va les ranger. Ça peut être des cendriers qui traînent sur une table, des choses comme ça. Il va falloir également entretenir, hein, vos gouttières, les chenaux d'eau pluviale également, hein, tout ce qui fait que de l'eau pourrait stagner à un endroit, hein, pour éviter de créer des gîtes larvaires. On n'en a pas trop parlé, mais le moustique a besoin d'eau stagnante pour pouvoir se développer, hein, et ils sont capables de se développer en une semaine, hein, donc c'est pour ça qu'on recommande de faire un point sur son environnement tous les 5 jours minimum, hein. Et bien sûr de jeter, hein, si on a des fois on a des pneus qui traînent en dépôt sauvage derrière chez soi, des gobelets plastiques, des choses comme ça, voilà. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut faire pour adopter les bons gestes, pour au moins diminuer la présence de moustiques, que ce soit par confort pour nous, et aussi pour éviter des cas de maladies transmises par les moustiques, comme le chikungunya, qui n'est pas une maladie si simple que ça. Tout à l'heure, avant le webinaire, on discutait avec Angie, on lui demandait si elle préfère avoir le Covid ou si elle préférait le chikungunya. Mais elle préfère 100 fois avoir le Covid, qu'on parlait beaucoup plus médiatiquement que le chikungunya. Voilà. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, ce genre de maladie, comme d'autres, hein. Voilà. Et puis pour les professionnels, par contre, voilà,
Nous, on tient vraiment à cœur à travailler sur le moustique parce que c'est quand même, sur un point de vue sanitaire, très important. C'est l'animal qui tue le plus l'homme sur Terre aujourd'hui, quand même, hein. On ne va pas, sans parler des maladies qu'il va transmettre, hein. Et donc, on a cette formation qui est le Certi-Moustique, dont les prochaines dates sont en visio le 4 juillet, le 4 septembre. D'accord? Vous pouvez vous inscrire, il y a de la place encore. On a une formation en présentiel à Épinay-sur-Seine le 19 septembre et le 22 septembre à Lyon. Et bien évidemment, pour les gens qui sont peut-être à Bordeaux, à Strasbourg, à Marseille, qui veulent qu'on soit sur place pour faire cette formation et pas le faire en visio, on peut créer de prochaines dates. Et s'il faut qu'on fasse une date de 23 décembre parce que vous êtes un peu plus calme dans l'activité, on fera une date à ce moment-là. D'accord? On se débrouillera. Alors, peut-être en visio, le 23 septembre. Mais, voilà, on s'adaptera à vous. Si on a suffisamment de monde, c'est avec plaisir qu'on formera du personnel. Et puis, si vous voulez qu'un jour, il y a une personne qui veut témoigner, qui a eu la dengue, comme Angela, mais avec plaisir, on fait un webinaire exactement de la même façon. Comme le Zika, comme la maladie du West Nile. On peut, voilà. Tous les témoignages sont bons à prendre. Et même là, vous pouvez vous exprimer par le chat, hein, pour les professionnels qui veulent parler un petit peu de la situation aujourd'hui des moustiques, les interventions qu'ils ont déjà commencé à faire en France. Je pense que ça a bien attaqué là depuis une paire de semaines là, hein. Voilà. On avait parlé avec Manon justement qui est là, que justement j'avais dit si tu veux nous expliquer un petit peu les activités sur le moustique, hein, voilà, tu peux. Ouais. Effectivement, la saison démarre. On piège beaucoup de culex en ce moment. On commence à piéger des Aedes, albopictus. Mais c'est pas ce qu'on a connu l'année dernière, quoi. Hein, je sais pas si Manon, tu veux t'exprimer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que la saison globale, hein, sur les autres espèces aussi, guêpe frelon, ça a du mal à démarrer. Enfin, ça a du mal, fort heureusement pour les gens, mais les professionnels attendent un petit peu un vrai début de saison. Là, avec les fortes chaleurs qui arrivent, c'est probablement en train de bien démarrer, mais on n'en est qu'au balbutiement de la saison moustique, qui risquerait du coup, par effet été indien, de se prolonger très tard, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Manon confirme, proportion de culex plus importante que d'Aedes. Donc on voit bien un petit décalage dans le développement biologique de ces deux espèces. Après, tout dépend des endroits aussi, hein. Moi, chez moi, ma résidence, à ma maison, il n'y a pas beaucoup de moustiques. J'en ai capturé 2, hein, 2 Aedes albopictus. Par contre, si je vais chez ma grand-mère qui est à 2 km, il y a de quoi faire. Maintenant, il y a du gîte larvaire identifié, non traité, etc., quoi. Voilà, tout dépend de l'environnement où on se trouve. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Mandy est toujours là si vous voulez lui poser des questions directement à elle par rapport à ses symptômes. Ouais. Donc effectivement, Manon confirme bien que la saison, elle est quand même retardée par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, quoi. Aux mêmes dates. Ok, super. Bon, très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou autres, et aussi si on peut continuer par. On peut continuer. Ah, il y a une barre effectivement pour les prochains webinaires. Les prochains webinaires, vous avez un petit lien, vous avez reçu un petit lien. Effectivement, on va en faire pas mal maintenant. On a pris cette habitude et c'est quand même plutôt cool de vous retrouver. On essaie d'innover un petit peu dans les sujets. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup déjà, mais il y a toujours des points d'innovation, soit les points réglementaires, soit des anecdotes de terrain, soit des choses qui évoluent. Donc, n'hésitez pas à participer. Après, Adeline, tu le mettras, mais tous les webinaires, tous les replays de webinaires se retrouvent sur notre chaîne YouTube Easy Group. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient sur le terrain aujourd'hui, qui nous ont dit qu'ils regarderaient le replay. C'est cool. Donc, n'hésitez pas. On est à votre dispo. Pareil, si vous avez des thèmes que vous voudriez voir traités, on est open pour et à votre écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Les prochains webinaires. Donc ça, c'est aujourd'hui le 17, semaine prochaine. Maîtriser les 2 IV avec Edialux. C'est très intéressant, ça aussi. Destructeurs électriques d'insectes volants. Prospection au contrat. Papinoma, ouais. Papinoma avec Easy Business. Ouais. Voilà. Oui, le 5 juillet, c'est le 5 juillet, ça, Greg?
Le 3 juillet, il y a Nico qui va présenter, voilà, maîtriser chaque étape commerciale, etc. Ouais, Voilà. ouais, non, On est en train le de lancement de notre formation commerciale, ouais. Ouais. Qui a Avec été à la fois clôturé aujourd'hui. Hein. Normalement, je crois ouais, que j'ai de j'ai fait. la théorie, mais aussi beaucoup de pratique. Nico, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de prestats sur le terrain, donc on peut trouver des formations commerciales Régis, il nous théorie. demande la tapinoma. Ça L'intérêt, peut être c'est que intéressant. ouais. Là, on va amener La tapinoma. une vraie dimension réalisation de devis, réponse à des appels d'offres, voilà, des questions très pragmatiques. Et Tapinoma, ouais, Greg, je pense que ce serait bien qu'on fasse un petit point courant d'été sur les fourmis parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés, nouvelles espèces. Qu'on fasse Non, mais c'est vrai qu'on peut se concentrer sur la tapinoma pour un webinaire, quoi. On parle un petit peu. Ouais. Ce qu'on connaît, on peut prendre un partenaire, une personne qui est située, qui travaille que sur la tapinoma, que connaît Benja et Olivier. Ouais. Pourquoi pas. Et puis, effectivement, Régis, on lance notre formation Easy Business. L'idée, c'est de vous aider à structurer votre démarche commerciale pour convertir. Pour convertir, être dans les bons tarifs. Rien oublier dans l'établissement de votre vie, quelques tuyaux pour répondre aux appels d'offres. Vraiment dans du concret, quoi. Ouais. Ah, on a une question pour Angie. Moi, je dois vous quitter, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche. À bientôt. En tout cas, merci d'avoir été nombreux. C'était cool de vous retrouver. Et puis, à très bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Ouais, Angie, est-ce que elle est là, Angie, encore? On a une question pour toi, Angie. On nous demande comment tu envisages l'avenir avec tes symptômes. Ben, déjà, j'envisage que ça va s'arrêter, j'espère. Et après, l'avenir, j'appréhende tout maintenant. Hein. J'appréhende le moindre effort physique. Rien que dès qu'il y a quelque chose de fatigant, le lendemain, je ne marche plus. Donc là, c'est assez compliqué. Après, je continue à vivre et je m'adapte avec mes symptômes en espérant que les crises seront de moins en moins violentes. Voilà. Au jour le jour. Hein? Exactement. Un jour après l'autre, comme on dit. Voilà, tu as des messages de sympathie. Oui. Merci. Et c'est tout ce qu'on te souhaite, effectivement. Que ça aille mieux. Bon. On est bon. On a qu'à remercier tout le monde. C'était cool. Ouais, c'était bien. C'était bien. Puis ça a permis avec ce beau témoignage de montrer que ça peut toucher tout le monde, que ça ne touche pas forcément que des populations vieillissantes, par exemple, et qu'on a des symptômes qui durent et que ça peut être impacté. Malheureusement, et pas seulement pour des personnes qui voyagent, mais qu'on peut retrouver effectivement cette problématique sur notre territoire métropolitain. Donc merci, Jean, pour avoir effectivement fait ce beau témoignage, vraiment. Ouais, non, on n'avait pas entendu un G sur la réponse, mais voilà, j'ai répondu à l'écrit. Ouais, vous pouvez vous abonner à la newsletter aussi pour savoir les webinaires et tout ça. On vous a mis le QR code et nous suivre sur les réseaux parce qu'on veut justement parler un petit peu plus au grand public que aux professionnels. Voilà, histoire parce que je pense que tout le monde est concerné avec le réchauffement climatique et tout le reste. Donc, ça fait au plaisir de vous retrouver ou de retrouver d'autres personnes sur de prochains webinaires. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous.